Nous avons avec nous en visuel Madame Adèle Gagné, qui est professeure agrégée, directrice des programmes de premier cycle, département de géographie de l'Université Laval. Bon après-midi, Madame Gagné. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Nous regardons cet après-midi le programme fédéral par rapport au chemin Roxham. Le fédéral qui a décidé, le gouvernement fédéral a décidé de rediriger des gens passant par le chemin Roxham vers d'autres provinces comme l'Ontario. Est-ce qu'on voit des avantages à ce que fait le gouvernement fédéral? Parce que le litige existe bel et bien, hein? Un litige qui porte son nom, n'est-ce pas, avec Québec, qui dit trop, c'est comme pas assez, on en a trop de ces réfugiés-là, on a atteint notre quota. Mhm. Écoutez, j'ai la connaissance, enfin en tout cas ça a été mentionné dans les médias que la redirection a été faite depuis juillet 2022 et que ça s'est en fait accéléré, disons, en termes de personnes de demandeurs d'asile transférés vers l'Ontario depuis la semaine dernière. Donc, en termes de la question des avantages, moi je parlerai de ça d'un côté logistique puis d'un côté politique, si vous voulez, parce que sur le plan logistique, il est vrai que après avoir eu une forte augmentation des arrivées par le chemin Roxham entre 2017 et 2020, après il y a eu la COVID et depuis fin 2021, ça a vraiment augmenté fortement et la plupart des gens qui arrivent à Montréal, au Québec, et les organismes communautaires qui aident ces personnes à être hébergées dans des hébergements d'urgence signalent qu'elles font face à des problèmes de capacité. Donc, le gouvernement fédéral a octroyé une somme au Québec pour faire face à des besoins d'urgence, mais c'est vrai qu'il y a des demandes dans le milieu d'héberger ces personnes quand elles arrivent en urgence ailleurs. Donc, potentiellement, de les rediriger ailleurs, s'il y a des logements disponibles ailleurs, ça peut être une facilité, ça peut aider au partage des responsabilités entre le Québec et les autres provinces. Après, se pose la question si on déplace le problème, parce que est-ce qu'il y a des hébergements disponibles ailleurs en Ontario ou dans d'autres provinces? C'est la question qui se pose maintenant. Et puis par contre, si on regarde les avantages politiques, alors évidemment, ça a permis au gouvernement du Québec de dire qu'ils avaient une victoire sur le gouvernement fédéral parce qu'ils avaient obtenu quelque chose qu'ils demandent depuis quelque temps, c'est-à-dire de moins faire face aux demandeurs d'asile. Cela dit, je me questionne sur la portée politique à long terme dans un contexte où ça sort de tension entre le fédéral et le provincial, cette décision. Donc, c'est difficile de voir de vrais avantages politiques là-dessus. Mais logistiquement, ça peut sans doute aider les organismes communautaires s'ils ont plus d'hébergement pour ces personnes en urgence, oui. Mais quand on regarde la chose sur un plan politique, effectivement, on parle au Québec littéralement de fermer le chemin Roxham et je dis qu'il y a quasiment un consensus politique sur la question, quasiment pour fermer le chemin Roxham. Et quand on voit arriver une décision comme ça, par la tangente qu'on ne voyait pas venir, je dirais que ça pourrait avoir pour effet d'enlever de la pression sur Ottawa. Alors, en fait, bon, déjà pour la question du consensus au Québec, alors il y a eu un sondage qui a beaucoup fait parler de lui, qui dit que 64% de la population du Québec serait en faveur de fermer le chemin Roxham. Ça veut quand même dire qu'il y a à peu près un tiers des Québécois qui refusent ça. Donc c'est important d'en parler. Et surtout les derniers jours, moi j'ai vu se multiplier des voix dans les journaux pour dire que c'était quand même quelque chose de problématique, par exemple. On sait aussi que il y a ceux qui veulent fermer pour en fait renforcer l'entente sur les tiers pays avec les États-Unis, et il y a ceux qui aimeraient plutôt renégocier l'entente pour en fait que les demandeurs d'asile puissent de nouveau faire des demandes d'asile au point frontière. Donc c'est des visions assez différentes. Et par ailleurs, au Canada et au Québec, on sait que les gens sont très en faveur de l'immigration et même des personnes qui fuient les conflits. Donc c'est un petit peu pour nuancer cette vision
de juste focaliser sur le chemin Roxham, mais je pense que il faudrait voir en fait pour le gouvernement du Québec et du fédéral, si les gens sont en faveur de l'immigration, puis en faveur d'accueillir plus de personnes qui fuient les conflits, mais que le chemin Roxham, effectivement, en ce moment, c'est la pomme de discorde, est-ce qu'on peut faire les choses autrement pour accueillir ces personnes? Parce que fermer, en fait, je veux dire, fermer le chemin Roxham, dans un contexte où on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui essayent de traverser la frontière, ça risque de faire que les personnes vont essayer de passer ailleurs, vont quand même essayer de traverser la frontière. On le voit à d'autres frontières du monde, notamment au Mexique et aux États-Unis, où les gens essaient de contourner un mur, ou en Europe, essayent de se faire moins voir par les autorités. Donc, ça rendrait les choses peut-être plus dangereuses pour les personnes qui essayent de traverser. Donc, je pense que c'est une question vraiment difficile, mais que en tout cas de complètement fermer le chemin Roxham ne mettrait pas fin aux arrivées et elle serait peut-être plus difficile à gérer parce que les personnes, elles n'iraient pas volontairement se présenter à la GRC pour dire qu'ils allaient faire une demande d'asile. Elles disparaîtraient peut-être dans la communauté. Et ça, je ne sais pas si c'est vraiment au bénéfice du gouvernement provincial ou fédéral de faire ça. Et lorsqu'on sait ce qui se passe de l'autre côté, en catimini, entre autres, la mairie de New York qui facilite la traversée vers le nord, vers l'Eldorado du Canada et du Québec, n'est-ce pas? Littéralement, on se dit que on se fait rouler dans la farine, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, il doit y avoir une renégociation de l'entente de tiers pays sûrs, n'est-ce pas, avec les États-Unis, parce que autrement, on risque de devenir, entre guillemets, le Mexique des États-Unis, un autre Mexique des États-Unis. En fait, bon, j'aurais tendance à dire que si on regarde en termes de chiffres, etc., je pense qu'il faut garder les proportions, c'est-à-dire que la problématique de la frontière sud des États-Unis est beaucoup plus importante, je pense, que les chiffres auxquels ce qu'on voit en ce moment à la frontière canado-américaine. Ce que je pense est très marquant, puis par exemple, ça s'exprime avec la décision de la ville de New York. Là, je pense pas que la ville de New York, son but, c'était d'envoyer les gens vers la frontière canadienne. Je pense que le but de la ville, c'était d'avoir moins de personnes dont elles ont à s'occuper. Donc, eux, c'est plus de se dire, bon, on va les aider. Parce qu'en plus, New York eux-mêmes, la problématique auquel ils ont fait face, c'est que le Texas et d'autres États républicains ont envoyé en bus des migrants vers New York. Donc, on est confronté à une situation vraiment d'un manque de coopération entre les différents acteurs qui pourraient mieux coopérer aussi bien entre les villes des États-Unis que, visiblement, entre les États-Unis et le Canada. Mais je pense que la grosse question pour nous, c'est surtout que ça ne va pas s'arrêter au niveau des migrations forcées. Donc, il faudrait plus réfléchir à comment essayer d'éviter de gérer ça dans l'urgence tout le temps, puis de se renvoyer la balle sur qui est responsable de quoi. Maintenant, pour ce qui est de la renégociation de l'entente, il faut bien voir que ce serait un gros risque politique et diplomatique pour le Canada de dire, par exemple, les États-Unis ne sont plus un pays sûr, donc on ouvre la frontière, puis on laisse passer les gens. Et puis ça, je pense que personne au niveau du gouvernement canadien ni fédéral ne veut cela. Mais encore une fois, fermer complètement la frontière, ça ne veut pas non plus dire qu'on va mettre fin aux migrations forcées. Donc, éventuellement, c'est sûr qu'il faudrait qu'on se pose la question sur, mais comment faire pour que les gens n'aient plus besoin de fuir leur pays à ce moment-là et de partir vers des destinations plus riches. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne question. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens n'aient plus besoin de partir dans des conditions difficiles pour ensuite arriver avec un statut irrégulier? Est-ce qu'il faut ouvrir plus de voies légales, par exemple? Est-ce qu'il faut faciliter la vie à des communautés qui n'arrivent pas à arriver au Canada avec un visa? Parce qu'avoir un visa pour le Canada depuis plein de pays du monde, c'est difficile. Je pense que c'est des questions qu'on va devoir se poser, qu'on devrait se poser maintenant, en fait, et qui vont devoir se poser dans les prochaines années. Dans les prochaines années, mais on regarde, ça se passe ailleurs, l'immigration, c'est l'histoire du monde, n'est-ce Voilà. pas? Et tout le monde, on est venu d'ailleurs à quelque part. Mais aujourd'hui, il y a des règles d'immigration, des règles par des ententes comme avec les États-Unis. C'est une entente qui doit être renégociée, mais entre-temps, le Québec profite de cette situation pour parler d'un quota d'immigration qui serait l'équivalent de son poids dans la fédération. Et ça, moi, j'appelle ça aller chercher du pouvoir encore en immigration sans avoir à négocier avec Ottawa.
Mais alors, ce qui est assez intéressant avec ce chiffre-là, c'est que si on regarde l'entente Canada, c'est un accord Canada-Québec, ça a été en place depuis 1991, parce que le Québec, ce quota s'applique en fait à l'immigration permanente à destination du Québec. C'est écrit dans l'entente que le Québec peut décider de choisir jusqu'à son poids démographique dans la Fédération canadienne de migrants permanents. C'est vraiment écrit pour l'immigration permanente. Donc, utiliser ce chiffre par rapport aux demandeurs d'asile, c'est sortir le chiffre de, ça n'existe pas dans l'accord en fait Canada-Québec. Donc c'est vraiment et puis si on regarde en termes de nombre de résidents permanents, est-ce que le poids démographique de résidents permanents arrive au Québec? Pas du tout. On a à peu près 12% de la population du Québec qui arrive en ce moment comme résidents permanents. Donc de toute façon, utiliser ce chiffre comme ça, oui effectivement, c'est un petit peu comment dire, une façon rhétorique du Québec de jouer sur ses pouvoirs. Je ne pense pas que le gouvernement fédéral est dupe. Hein. Je pense qu'il sait très bien ce que le Québec fait, mais c'est sûr que pour tout le monde, on bénéficierait d'une coopération avec moins de tensions entre Ottawa et Québec. Je pense que ce serait une bonne chose. En ce moment, c'est plus une démonstration de force un petit peu du gouvernement du Québec qui est pris avec le chemin Roxham. Ça, c'est sûr que c'est un problème pour tout le monde. Mais une chose est certaine, le Québec est sûr de ce qu'il veut par rapport à son poids démographique dans la Fédération canadienne, malgré que le fédéral ait annoncé l'arrivée dans les prochaines années de 500 000 immigrants par année. Le Québec tient à son quota de proportion dans la Fédération, ce qui va à long terme réduire encore son pourcentage, son poids dans la Fédération Tout à fait. canadienne et Oui. malgré tout, on y tient mordicus. On y tient pour le moment. Je pense que le discours a quand même évolué un peu entre le fait que quelques années, enfin, il y a quelques années, c'était 50 000, et puis là, les derniers temps, c'est peut-être un peu plus, mais il faudrait qu'ils soient francophones. Et on sait aussi que, par exemple, les employeurs du Québec, dans un contexte de plein emploi, demandent plus de migrants permanents. On sait aussi qu'il y a peut-être 300 000 immigrants temporaires au Québec. On sait aussi que les personnes qui arrivent par le chemin Roxham, dès qu'elles ont le droit de travailler, trouvent du travail. Donc, c'est plus, moi, je pense que c'est des considérations importantes pour le gouvernement du Québec. Ici, à Québec, la population vieillit encore plus vite qu'à Montréal. Les employeurs demandent plus de travailleurs. On a des magasins qui ferment parce qu'il n'y a pas assez d'employés. Les hôpitaux ont besoin de plus de personnel, etc. Je pense que c'est des considérations importantes pour le gouvernement du Québec, qu'il en est bien conscient, que c'est sûr que c'est difficile une fois qu'on a dit qu'on voulait plus que 50 000 et qu'on a insisté là-dessus pendant longtemps de changer d'avis. Mais je suis assez optimiste sur le fait qu'à un moment donné, cette position va évoluer. Peut-être pas tout de suite, mais on est quand même dans une situation où de toute façon, il y a beaucoup plus d'immigrants temporaires au Québec et puis qui restent longtemps que d'immigrants permanents. Donc, je pense qu'à un moment donné, les positions vont changer. Adèle Gagné, professeure agrégée, directrice des programmes de premier cycle au département de géographie de l'Université Laval. Madame Gagné, je vous remercie de nous avoir accordé cette belle entrevue. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.